L'Ukraine confirme la mort de plusieurs Nigérians et des Sud-Africains dans la guerre à Louhansk. Une folie incroyable, c'est complètement invraisemblable. On va essayer de décortiquer ce que ça veut dire. En départ, on disait que la Russie faisait des recrutements mensongers, c'est-à-dire fait des publicités, des travaux qui n'ont absolument rien à voir avec la guerre, pour finalement, après que les recrues arrivent, soient envoyés en guerre contre l'Ukraine. Mais est-ce vrai? Est-ce que la Russie est réellement en train d'envoyer des gens en guerre sans que ces personnes ne sachent dans quoi ils se sont engagés? On va le découvrir tout de suite. L'Ukraine vient de confirmer, les amis, la mort de 2 Nigérians. C'est une histoire triste mais sordide. Les hommes ont été identifiés comme Kamsa Kazim Kalowale, un homme de 42 ans, et un homme Mba Stéphane Udoka, né en janvier 88, un homme de 38 ans. 2 Nigérians tués en Ukraine. Ce qui est intéressant, que les services secrets ukrainiens ont fait de recherches sur ces personnes, découvrant même leur famille au Nigeria, des photos prises avec leurs femmes et leurs enfants. Donc ce sont des gens, des hommes de famille, des pères de famille qui sont partis en Russie malheureusement pour y mourir. L'Ukraine confirme que ces personnes ne sont pas parties en Russie pour faire un travail de sécurité comme ils le prétendent, comme plusieurs Africains le font d'ailleurs, disant nous sommes partis en Russie en l'objectif de travailler dans des industries, mais finalement on s'est retrouvés à la guerre. On nous a fait signer le papier dont on ne comprenait pas, écrit en russe, mais en fin de compte on s'est retrouvés ici en guerre. L'Ukraine dit c'est absolument faux. L'Ukraine confirme qu'ils ont des faits, des données concluants démontrant que ces personnes savaient exactement ce qu'ils faisaient. Donc les accusations portées sur Poutine, prétextant qu'ils sont en train de recruter des gens avec des fausses advertisements, est complètement faux. C'est-à-dire quoi? L'Ukraine dit ces personnes savaient exactement ce qu'ils ont signé. Okay? Ils savaient qu'ils partaient à la guerre. Mais quelle est la raison pour laquelle ils mentiraient au cas où ils étaient captivés par les Ukrainiens? La raison est très simple. Imaginez-vous être captivé par un Ukrainien, un militaire ou des Ukrainiens. On vous demande comment êtes-vous arrivé là? Quelle est la probabilité à travers laquelle vous y sortirez vivant? La première est celle-ci. Vous dites, je suis venu ici ne sachant pas que je venais pour faire la guerre. Je suis venu travailler en effet comme agent de sécurité ou faire des études de sécurité ou autre chose en Russie. Je me suis retrouvé soudainement arrêté, on m'a fait signer un bout de papier et je me suis retrouvé sans le comprendre directement ici en Ukraine en train de faire la guerre que je ne comprends absolument pas. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité est celle-ci. Vous dites, je suis venu ici parce que j'aime la Russie, je suis venu faire la guerre contre l'Ukraine parce qu'ils aiment les Européens. Donc, quelle probabilité en sortirez-vous vivant? La première où vous dites, je ne savais pas comment je me suis retrouvé ici, ou la seconde où vous dites, je suis venu sciemment vous faire la guerre. La seconde, vous serez tué. C'est clair. Pourquoi quitterez-vous votre pays pour venir ici faire la guerre? Dans notre histoire. Alors, beaucoup d'Africains, et ainsi que beaucoup d'étrangers qui sont arrêtés en Ukraine, ont pour alibi principal auquel nous avons été recrutés sans le comprendre. Nous sommes partis initialement en Russie pour faire autre chose. Les Russes nous ont joué un jeu très profond, on ne comprend même pas comment on se retrouvait ici. Il y a une opportunité d'emploi ici en Russie dans le domaine de la sécurité. Le travail de sécurité, dans un sens peut-être similaire à Droite. devant une banque. Donc, si cela nous intéresse, nous vous donnerons peut-être de l'argent. D'accord. On a donc payé nous-mêmes nos billets et le visa. Mhm. Les militaires nous ont apporté un contrat à signer. Oui, c'est ça. Avant de mentionner un poste en sécurité, il a ajouté que l'armée nous formerait. Droite. Ouais. Si. Mais ensuite, ils disent que nous avons signé un contrat pour aller au front, donc il est impossible qu'ils ne nous y emmènent pas. Tu ne peux sortir nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part, même si vous allez dans un lieu privé. La sécurité, l'armée vous escorte. Les Ukrainiens confirment que c'est absolument faux. Ils disent que les Nigérians qui ont été tués savaient exactement pourquoi ils sont partis là-bas. Alors comment ont-ils été tués? Ils ont été tués dans le meat grinder. Ça s'appelle l'assaut sacrificiel. Comprenez? Assaut sacrificiel. C'est-à-dire, comment ça fonctionne? Cette expression décrit une tactique d'infanterie russe particulièrement brutale, où les commandants envoient un grand nombre de soldats, souvent par vagues, peu entraînés et faiblement équipés, ou considérés comme remplaçables, dans des assauts frontaux répétés contre des positions ukrainiennes fortement défendues. En français, facile, ça veut dire. On remarque que les Ukrainiens sont positionnés au-dessus de la montagne, mais on a du mal à franchir cette ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des militaires peu entraînés, c'est-à-dire des recrues qui viennent à peine arriver de l'Afrique ou ailleurs, ou des prisonniers. On les envoie en première ligne, en groupe de 50, par exemple. 50 parlent, suivi de 30, suivi de 50, suivi de 30, suivi de 50. Quel est l'objectif? L'objectif n'est pas de gagner du terrain contre les Ukrainiens. L'objectif est celui de révéler la position des Ukrainiens. C'est-à-dire, les Ukrainiens sont cachés sur la montagne. Vous ne savez pas exactement comment les repérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des militaires peu entraînés. Il faut envoyer des militaires peu valables. C'est-à-dire des militaires remplaçables. Vous les envoyez, quand vous les envoyez, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens vont tirer. Quand ils vont tirer, en tirant, ils révèlent leur position. Comme ça permettra à l'artillerie de bombarder où les Ukrainiens se trouvent. Vous comprenez? En anglais, on appelle ça le meat grinder. En français, on l'appelle aussi l'assaut sacrificiel. L'objectif, c'est être sacrifié pour révéler la position de l'ennemi afin qu'il soit écrasé. L'objectif n'est pas nécessairement de réaliser des percées rapides avec un minimum de pertes, mais plutôt d'épuiser le défenseur ukrainien
par la pression constante et puis les munitions. Et ensuite révéler des tirs ukrainiennes, les emplacements des drones et les points fortifiés afin de faire des attaques réussies. Donc, les Africains, en d'autres termes, sont servis pas pour faire la guerre. On se sert des Africains dans le meat grinder ou l'assaut sacrificiel, dans l'objectif de surcharger la défense ukrainienne pour que les militaires expérimentés enfin l'écrasent. Maintenant, est-ce que j'ai pitié de ces deux Nigérians? Absolument pas. Désolé, je pense que la vie, l'argent est très important. Mais quand vous sacrifiez votre famille, vos enfants, vos femmes pour aller faire la guerre en Russie, dans l'objectif de vous faire de l'argent, c'est une décision que vous avez prise consciemment. J'aurais peut-être eu pitié d'eux s'ils étaient partis sans le savoir, ok? Partis travailler dans des boucheries, finalement vous vous retrouvez bouché dans la guerre. Là, je dirais, ok, je suis vraiment désolé. Mais dans un cas comme ça, absolument pas. Pourquoi irez-vous mourir dans une guerre que vous ne comprenez pas au nom de l'argent? Je comprends pas. Je pense qu'il y a plusieurs façons de se faire de l'argent que d'aller mourir dans la guerre qu'on ne comprend pas. Par contre, je serai toujours déçu par le gouvernement nigérian qui ne fait absolument rien pour changer la vie des jeunes Nigérians. Ok, c'est bien triste. Une population de plus de 220 millions d'habitants dont on ne sait pas comment limiter le nombre. Comprenez, le Nigeria grandit au jour le jour. Tout le monde veut faire au moins 2-3 enfants. Dans 10 ans, il y en aura combien? 500, 600 millions d'habitants. Et en fin de compte, vous en faites pas. En fin de compte, ça touchera aussi votre pays. Parce que le Nigérian ne va pas vivre au Nigeria puisqu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Ils iront aller dans les pays à côté. Et les Nigérians que vous connaissez ne sont pas nécessairement des gens absolument humbles, hein, pas du tout. Ce sont des gens qui réclament leur terrain. Et quand vous réclamez votre terrain chez autrui, après longtemps, ça peut devenir compliqué et xénophobe. Le même cas des Sud-Africains. Dans le cas des Sud-Africains, Vladimir Poutine a promis de renvoyer, de rapatrier des Sud-Africains qui sont engagés à la guerre en Ukraine. Contrairement aux Nigérians, saisissez-moi bien, Poutine pour les Sud-Africains a promis de renvoyer des Sud-Africains engagés à la guerre en Ukraine, en Afrique du Sud. Le président russe Vladimir Poutine s'est engagé à soutenir le rapatriement des Sud-Africains bloqués sur le front de la guerre Russie-Ukraine. Cet engagement, évidemment, est arrivé dans un appel téléphonique entre le président sud-africain Ramaphosa le 10 février, au cours duquel les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble sur le processus. Comment c'est arrivé là? Parce que l'Afrique du Sud a mis la pression sur son président. Ouais, il faut faire partie des pays qui se respectent, où la population peut faire la pression sur le président et le président réagit sur une cause qui n'a absolument rien à gagner au président. Ok? C'est-à-dire, la population dit nous avons nos frères qui sont coincés en Ukraine. Nous ne savons pas comment ils sont partis là-bas. Vous, monsieur le président, faites à ce qu'ils rentrent. Le président fait quelque chose. Contrairement à chez vous, on vous dira comment il est parti là-bas, qu'il a envoyé là-bas. Mais lui, vraiment, il est bête. Comment il s'est retrouvé là-bas? C'est comme ça. Au nom du respect, au nom de la Constitution, on va récupérer ces gens. Alors, continuons. Beaucoup auraient été trompés apparemment et attirés en Russie sous faux prétextes. On leur aurait promis de l'emploi tel que la formation de garde du corps, d'agents de sécurité et de fonctions administratives parfois liées à des offres associées au parti sud-africain MK. MK, c'est le parti sud-africain de monsieur Jacob Zuma. D'ailleurs, sa fille, Doudou Zile Zuma, cette femme ici, Doudou Zile Zuma, était appelée au tribunal pour des accusations selon lesquelles elle recrutait des gens pour aller travailler en Russie. Mais elle aurait aussi su que ce n'était pas seulement lié aux agences de sécurité du bazar, ces gens iraient à la guerre. C'est la fille de l'ex-président, mais appelée au tribunal. La fille de l'ex-président sud-africain appelée au tribunal pour être jugée. Tenez en compte, dans plusieurs pays africains, le fils du président peut tirer sur quelqu'un. Jamais de la vie il sera présenté à la justice. Continuons notre histoire. Alors, la question ici est très simple. Comment ils se sont retrouvés là-bas? C'est simple. C'est l'amour de l'argent. Vous pensez que ces gens sont partis là-bas parce qu'ils pensaient travailler en agence de sécurité et tout le bazar? Écoutez, il y a plusieurs agences de sécurité en Afrique du Sud. Pourquoi ne pas travailler en Afrique du Sud? Bon, je pars en Russie parce qu'il y a plus d'argent. Bon, pourquoi vous partirez en Russie pour aller faire un boulot dans un pays clairement en guerre? Et après avoir entendu, puisque c'est pas la première fois, qu'il y a eu des rapports selon lesquels des gens qui partent en Russie pour du travail se retrouvent en guerre en Ukraine. Pourquoi déciderez-vous, avec âme et conscience, d'aller vous retrouver dans des conditions très similaires? Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui a de sens, c'est quoi? Ce sont des gens qui auraient peut-être signé un contrat disant, on va aller en Russie pendant 3 mois ou 6 mois faire la guerre en Ukraine, gagner de l'argent et rentrer à la maison. Mais après avoir achevé les 3 mois ou 6 mois, on leur aurait dit, écoutez, monsieur, vous ne partez pas encore. Il faut continuer. Hein? On veut encore de vous ici pendant 4 mois. Ou peut-être la guerre a vraiment chauffé. Ils ont dit, non, nous, on va arrêter, on veut rentrer. Les Russes ont dit, non, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez malheureusement pas. Imaginez-vous un Sud-Africain qui se retrouve en Ukraine après avoir signé un deal et son deal est fini après 6 mois. Il veut rentrer à la maison. Les Russes disent, tu ne rentreras pas. Il faut continuer encore 6 mois. Comment il va rentrer? Il peut pas rentrer. Quelle est sa seule façon de rentrer à la maison? Soit il se donne aux Ukrainiens, ou bien il fait appel à son gouvernement disant, écoutez, sortez-moi d'ici, je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Je suis venu en Russie pour travailler ou étudier, et finalement, on m'a balancé ici sans que je le sache. C'est plus convenable, n'est-ce pas?
En tout cas, dans tout ça, la leçon est très simple. Cette guerre ne vous appartient pas, ne vous y engagez pas. L'argent est très bien dans la vie, okay? C'est bien. Hein, on ne sera pas tous des dangotés, Aliko Dangote, absolument pas. Il faut aussi savoir se contenir de ce que Dieu vous donne. C'est très important. L'argent peut se faire, mais au prix de la vie et le souci de la famille, ça n'a aucun sens. Le général Amadou Ibro a exhorté les Nigériens de se préparer à ce qu'il décrit comme une guerre imminente contre la France. Le Niger en guerre contre la France. Ce n'est pas évident, ok? La France fait partie, en tout cas, ce qu'on sache, des pays les plus puissants militairement, au moins faisait jusqu'à un certain moment. Et jusque-là, ils sont quand même à hauteur. Alors, qui est le général Ibro? Le général Ibro, chef d'état-major particulier du général Tiani, a estimé que la France allait faire la guerre au Niger. C'est-à-dire, ils accusent la France ouvertement de menaces, un peu comme Mike Tyson en train de menacer l'existence de la maman de quelqu'un. Est-ce qu'on le laisse faire ou on ne le laisse pas? Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Cette mobilisation-là, elle est faite, elle est décrétée, afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. On est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Il a encore dit, cette mobilisation, elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre avec la France. On va entrer en guerre avec la France. On n'était pas en guerre, c'est maintenant qu'on va en guerre avec la France. Le général continue en disant, nous sommes face à des gens qui, à cause de nos biens, à cause de notre richesse, veulent coûte que coûte nous ramener à ce qui a fait leur prospérité. Voilà exactement ce qu'il a affirmé dans cette séquence vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux le 12 février. Donc le général dit ouvertement que la France se prépare à faire la guerre au Niger. Alors le Niger doit anticiper. L'objectif de la France est de piller le Niger et de rétablir le pillage qu'ils faisaient depuis longtemps. Et alors pour eux, en tant que Nigériens, ils ne peuvent pas accepter cette situation. Il a accusé la France de préparer une invasion possible et s'emparer de ressources d'uranium. Ce qui est intéressant ici, les amis, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tout à fait nouveau. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, la Russie, à travers Sergei Lavrov, la Russie a fait des affirmations très similaires. La Russie a lancé des avertissements récemment en accusation contre la France, affirmant que Paris, sous la présidence Emmanuel Macron, sponsoriserait des assassinats, des coups d'État et des actions de déstabilisation dans les pays africains qui prennent leur distance avec elle. Ici, évidemment, on parle du Niger, Burkina Faso et Mali. Donc, la France sponsoriserait des assassinats. Nous savons tous, il n'y a pas très longtemps, il y a eu tentative d'assassinat contre un chef de l'État africain. Vous connaissez très bien ce qui se passe. Est-ce que la Russie est en train de voir les choses qu'on ne voit pas? Ceci est un rapport depuis le service secret russe équivalent à la CIA. La France a réagi aux accusations. La réaction de la France a été de rejeter ces accusations, le qualifiant de guerre informationnelle et de propagande à des visées politiques. Le Niger accuse la France de préparer des déstabilisations ou la guerre. La Russie soutient l'idée en disant que la France est en train de sponsoriser des assassinats vis-à-vis des pays qui se distancent de la France. La France dit nous rejetons ces informations car ça fait partie d'une guerre informationnelle et de propagande. Je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps que le président nigérien, ce monsieur ici, Abdourahmane Tiani, s'est exprimé brutalement et publiquement récemment sur quelque chose de très intéressant. Suivez. Je crois que ce que j'ai dit vous donne une idée. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que l'adversité sauvage est en face de nous. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani et de la base aérienne 101 n'est pas en dehors d'un processus que les forces néocoloniales, particulièrement les forces françaises, à travers tous leurs démembrements, les forces spéciales, les services et les forces de façon générale, sous la direction d'Emmanuel Macron, a envers notre pays. Ce n'est un secret pour personne. Notre arrivée a créé une situation d'inimité ouverte entre Macron et nous. Et malheureusement, il a pu entraîner dans cette haine viscérale certains pays européens pour lesquels nous sommes amenés à nous poser des questions. Sont-ils aveugles?
sont-ils sourds? N'ont-ils pas observé ce que la France a fait depuis 1850 pour certains, 1880, 98, jusqu'à date pour d'autres sur nos territoires. L'attaque de l'aéroport est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance, la voie de la souveraineté, la voie de la bonne gouvernance, la voie de l'autosuffisance à travers un développement des bases de production pour une souveraineté économique. La voie courageuse des réformes sociales que nous avions initiées. Il ne fallait pas que nous réussissions et c'est le combat auquel Emmanuel Macron et ses sbires nous livrent. Malheureusement, avec l'accompagnement de certains chefs d'État de notre sous-région et d'ailleurs. L'attaque de l'aéroport, nous avons suivi les préparatifs depuis avril 2025. Du 26 au 28 avril, nous avions suivi, et j'ai eu à le dire, mais malheureusement, certains Nigériens ne retiennent pas ce que nous disons ici pour sonner l'alerte. Nous le faisons parce que nous savons que c'est ensemble que nous pouvons remporter ce combat. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite, donc du Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Si vous avez suivi, c'est dans l'euphorie de la réception de ces moyens, armements, roulants, financiers et matériels de toute nature que la tentative d'incursion de Namaro avait eu lieu. Vous vous rappelez la correction que ces éléments-là ont reçue. Suite à cette correction que nous leur avons infligée, et surtout à l'initiative, parce que je l'ai dit, c'est l'euphorie de la réception de ce matériel mis en place par la France qui a poussé ces mercenaires-là à s'aventurer. Ils ont été recadrés. Certains ont été relevés de leur commandement parce qu'ils leur avaient donné des consignes fermes. Il dit ouvertement qu'il les accuse d'avoir soutenu une attaque terroriste contre l'aéroport et la base aérienne internationale à Niamey. Évidemment, M. Tiani, c'est un militaire. Et pour le militaire, pour la plupart des cas, ça ne va pas de gauche à droite. Ça va direct. Et il a pointé du doigt Macron, Talon et Ouattara. Il a aussi dit, vous avez assez aboyé, on vous a entendu. Attendez-nous maintenant rugir. C'est un message de défi très fort.
Je pense qu'il est important de déterminer pourquoi est-ce que si la France veut vraiment déstabiliser le Sahel, pourquoi la France aurait ses raisons? Quels sont les justificatifs pour lesquels la France aurait le courage de faire ce genre d'histoire? Il faut comprendre qu'avant 2023, le Niger était un partenaire sécuritaire clé pour la France et les États-Unis. Les deux pays en même temps. Avec la France, le Niger accueillait des troupes françaises d'environ 1500 au plus fort dans le cadre d'opérations Barkhane et de dispositifs antiterroristes. L'objectif était, d'après les Français, d'aider les Nigériens à s'entraîner, à se préparer, à résister contre les terroristes. Le Niger et la France ont conduit d'ailleurs pendant des temps des opérations conjointes et la France fournissait des informations et utilisait des bases de surveillance régionales, d'après la France. Ces derniers disposaient d'une importante base de drones à Agadez. On a tous vu cela. Il y avait à peu près 1000 militaires américains qui étaient là, dédiés au renseignement et à la surveillance et à la reconnaissance. L'objectif pour eux, c'était d'observer les terroristes depuis l'Afrique pour protéger les États-Unis. Est-ce vrai ou pas? Point d'interrogation. Est-ce peut-être pour avoir de l'influence sur ce territoire africain? Point d'interrogation. Les avertissements russes sont clairs. Les Russes disent à travers leurs services de renseignement que le Niger doit faire très attention. Ils ont accusé la France de parrainer des assassinats. C'est-à-dire la France préparerait, d'après les Russes, des assassinats en Afrique vis-à-vis des pays qui ont pris de la distance. Qui sont ces pays? Il y en a plusieurs. À part le Sahel, il y en a aussi. Et je pense qu'il est important de savoir de quoi il s'agit. De quel service on parle ici? On parle du service de renseignement extérieur, le SVR russe. Le SVR a allégué des complots néocolonialistes orchestrés par la France, notamment dans des tentatives d'assassinat, comme celui déjoué au Burkina Faso sur le président Ibrahim Traoré très récemment. Secondo, une collaboration supposée avec des terroristes et l'Ukraine pour réinstaller des régimes pro-occidentaux, présentés comme une revanche pour la perte d'influence française. C'est-à-dire organiser des assassinats, deuxièmement, collaborer avec des supposés terroristes et l'Ukraine pour réinstaller des régimes pro-occidentale présentée comme une revanche pour la perte d'influence française. Alors, est-ce qu'on est en train de dire la vérité ou pas? Les Russes sont-ils en train de dire la vérité ou sont-ils en train de faire une propagande dans l'objectif de gagner du terrain? Comment on peut le savoir? C'est très simple. Est-ce que la France a des raisons de faire ce genre d'histoire? Le Niger a-t-il raison ou est-il paranoïaque? Je pense que pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé, n'est-ce pas? Vous avez une personne qui a, dans le passé, été un violeur et incarcéré pour des choses atroces qu'il a fait aux petites filles. Est-ce que, après avoir été libéré de prison, et le monsieur aurait traversé un programme de réhabilitation et devenu pasteur, accepteriez-vous de prendre ce monsieur comme jardinier dans votre maison, sachant que vous avez des enfants de moins de 10 ans qui sont des filles ou des nièces? Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Autant vous pensez que l'homme peut changer, mais une personne qui a déjà été incarcérée pour des causes de viol et des histoires pareilles, vous ne lui accorderez pas une chance. Pas avec vos enfants, n'est-ce pas? Et ben voilà. Il suffit de regarder dans le passé d'une personne pour savoir ce qu'il a déjà fait dans le futur. Est-ce que la France est en capacité de déstabiliser un pays parce que ce pays se distançait de la France ou aurait pris ses intérêts? Au Tchad, par exemple, la France est intervenue à plusieurs reprises. Opération Manta, par exemple, en 1983. À l'époque, il y avait M. Goukouni Odeyi, celui-ci. Il était président du Tchad entre 1979 et 1982. Alors, le monsieur considérait que le régime précédent était trop pro-français, un peu trop proche de l'esprit colonial. Donc, malgré l'obtention des indépendances, le Niger était un peu trop du colon. Alors, il représentait quelque part une opposition à la France. Monsieur Goukouni s'est lié à qui? À ce monsieur. Son alliance avec la Libye fut perçue par la France et l'Occident comme menaçante pour ses intérêts dans son ancienne sphère africaine. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ce monsieur ici qui devint président, chef de l'État au Tchad, s'associe avec l'idée de Kadhafi, vous connaissez Kadhafi, est menaçant pour les intérêts de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce monsieur ici, Hissène Habré, avec le soutien de la France et les États-Unis, renversa Goukouni en 1982. La France changea alors de camp pour soutenir Habré. Goukouni s'exila au Cameroun, ensuite en Algérie. Donc, les Français ont vu que leur intérêt était en danger. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour apporter au pouvoir une personne qui préserverait les intérêts de la France. Allons au Gabon. 1960, le Gabon obtint son indépendance. À l'époque, il y a un président au nom de Monsieur Léon Mba. Léon Mba, proche et allié de la France. Léon Mba était adorateur de la France. Mais à l'époque, il avait une opposition très rude. En 1964, après des manipulations électorales, M. Mba voulait se garder au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe d'environ 150 officiers et soldats organisa un putsch sans effusion de sang. Donc un putsch sans verser le sang contre ce monsieur Mba.
Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ils arrêtèrent M. Mba à son domicile et installèrent un gouvernement provisoire dirigé par Jean-Hubert Ombane. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On a demandé à M. Mba de démissionner en tant que président à la radio. Okay? On lui a demandé de le faire. Il a démissionné en tant que président. 48 heures plus tard, intervention française, le président français Charles de Gaulle autorisa rapidement une intervention militaire. Charles de Gaulle autorise une intervention militaire au Gabon. Okay? Des parachutistes français furent déployés et rétablirent Mba au pouvoir immédiatement. Évidemment, plusieurs personnes étaient tuées et c'était vraiment triste. Après sa mort, Albert Bernard Bongo ou Omar Bongo prit le pouvoir pendant à peu près 40 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi les Français ont fait ça? On estime que les Français ont fait ça pour protéger leurs intérêts. Quels intérêts? Il avait la compagnie française, par exemple, Elf Aquitaine, liée au cercle gaulliste à l'époque, avait d'importants intérêts pétroliers au Gabon. Certains estimaient que la protection fut motif majeur de l'intervention. Donc la France a à plusieurs reprises défendu ses intérêts en Afrique. On envoyait des militaires pour faire des opérations. Ça ne se limite pas là. Parlons de ce pays ici, le Zaïre à l'époque, la RDC aujourd'hui. 1978, la France intervint sur ce territoire ici. Kolwezi, province du Chaba à l'époque, pour sécuriser une région minière stratégique. Kolwezi à l'époque était essentiel pour l'approvisionnement mondial du cobalt, crucial pour les alliages et les batteries. C'était important, donc le cuivre et l'uranium. Pour les intérêts de la France, qui avait investi à l'époque avec la Belgique, il était important d'intervenir. Ils ont intervenu et ont massacré des gens. Alors, est-ce que le Niger a des raisons de réellement pouvoir s'inquiéter sur les interventions de la France? C'est vraiment une possibilité, parce que ça s'est déjà fait dans le passé. C'est une possibilité que ça se fasse encore une fois. Maintenant, la Russie confirme que la France a réellement autorisé des assassinats sur les dirigeants africains qui s'éloignent de la France. Est-ce qu'ils disent la vérité ou pas? Je ne sais pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Le général Amadou Ibro a exhorté les Nigériens de se préparer à la guerre. La fraternité n'a absolument rien à voir avec l'origine. C'est un gros mensonge. Il faut laisser les gens ne plus vous mentir. Ne permettez plus ce mensonge. La fraternité n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. La réalité est que ceux qui se ressemblent, en tout cas dans un continent que je connais, sont les plus méchants envers eux-mêmes. Comme pas possible. Il y a des nations. La nation de la jalousie. Où chaque personne pense qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de lui. Hein? Imaginez-vous une nation où tout le monde pense qu'il a un jaloux. Même les charretiers, les pousse-poussets, les cordonniers, tout le monde pense que quelqu'un est jaloux de moi. Au lieu de penser comment tisser des liens, des connexions, comment avancer, progresser. Non, il y a des jaloux. Tout le monde est jaloux. Si tu refuses de faire un commentaire sur une histoire, on dit que tu es jaloux. Donc c'est ça. La fraternité n'a rien à voir avec ça. La fraternité a tout à voir avec le soutien qu'on t'apporte à travers une personne connue ou inconnue. C'est ça la fraternité. Une personne venue de très loin qui te soutient dans ton travail, qui te donne des briques pour bâtir ta vision. C'est ça ton frère. Eh bien la Russie a compris quelque chose de très intéressant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va développer un sujet très intéressant ici. La Russie a exporté de la bière et du tabac vers la Corée du Nord pour la toute première fois. Encore une fois, au mois de février 2026, on vient de le confirmer. La Russie exporte, encore une fois, je le répète, de la bière et du tabac vers la Corée du Nord. C'est une première parce que, évidemment, la Corée du Nord a été bloquée. Les États-Unis d'Amérique, les propriétaires du monde, ont décidé que la Corée du Nord ne méritait pas de collaborer avec qui que ce soit. Donc tous les pays du monde qui sont assujettis par l'Amérique ou qui sont soumis par leur pouvoir ne peuvent pas ouvrir leur bouche. La Russie, pour la première fois, a défié cette chose en envoyant des histoires en Corée du Nord. Ceci, évidemment, marque une nouvelle étape dans le renforcement de liens économiques entre Moscou et Pyongyang. Félicitations! C'est ça la fraternité. Ça n'a rien à voir. Nous sommes blancs. C'est faux. La fraternité, c'est le soutien. Et comprenez une chose, dans la vie, il n'y a que la force qu'on respecte. La raison pour laquelle il n'y a pas eu des Delta Force pour aller enlever le président nord-coréen, c'est parce qu'il y a des bombes atomiques là-bas. Ça ne rigole pas. On va bombarder New York, direct. Il faut être fort avant d'être bon. C'est ça dans la vie. Continuons notre histoire. La Russie a envoyé environ 30 tonnes de bière et 110 tonnes de tabac vers la Corée du Nord. Très intéressant comme fait. Je pense que la Russie est en train de diversifier sa fraternité aussi. Un membre de BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui malheureusement déçoivent. L'Inde a déçu. Pourquoi? Parce que l'Inde récemment d'ailleurs a fait quelque chose qui a beaucoup déçu la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de pression venant de Donald Trump. L'Inde a finalement arrêté d'acheter le pétrole russe pour le bénéfice du pétrole vénézuélien contrôlé par les Américains. Les Russes sont très déçus.
Pourquoi l'Afrique du Sud déçoit? L'Afrique du Sud déçoit parce que récemment, après que Trump eut mis de la pression sur l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, ce monsieur ici, a appelé à un entraînement régulier entre les membres de BRICS. Après avoir entendu ça, les gens ont acclamé, disant voilà, finalement BRICS commence à se libérer. Okay, le président Ramaphosa a fait un appel afin que les pays de BRICS se mettent ensemble et fassent un entraînement militaire naval. Tout le monde a acclamé. L'entraînement était censé prendre lieu où? À Cape Town. Mais arrivé à Cape Town, les Russes sont arrivés, les Chinois sont arrivés, les Indiens ne sont pas venus. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Parce qu'ils ne veulent pas frustrer les Américains. Numéro 1. Secondo, les Iraniens en train de venir, le président Cyril Ramaphosa. Ce monsieur ici dit à son chef de l'armée, c'est-à-dire la ministre des Armées, de demander aux Iraniens de rentrer. Ils ne vont pas participer. Pourquoi? Ça risque de frustrer les Américains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La madame ici, qui est très forte, chef des armées en Afrique du Sud, a refusé de passer le message aux Iraniens. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que c'est absolument absurde, monsieur le président. Nous sommes membres de BRICS, nous organisons un fait chaud des membres de BRICS que toi tu as demandé. Maintenant les Iraniens arrivent ici, vous voulez leur dire de ne pas participer. Ça n'a aucun sens. Où sont vos couilles, monsieur le président? C'est ça, madame disait. En tout cas, heureusement qu'elle a fait. Les Russes ont vu ça, parce que quand vous faites un truc comme ça, vous faites preuve de faiblesse. Les forts qui sont censés être vos frères observent, ils voient. Les Russes ont observé, ils ont vu, ils ont dit non. On pense qu'il faut commencer à diversifier notre fraternité, parce que ces gens ici, en cas de combat direct, ils ne vont pas participer. Voilà pourquoi ils ont commencé à faire ouvertement ce qu'ils ont fait avec la Corée du Nord. Une autre preuve de fraternité de la Corée du Nord. Pendant sa guerre en Ukraine, les Coréens sont venus assister la Russie ouvertement. Okay? Ils n'ont pas fait semblant. Ils ne sont pas partis faire de négociations comme l'ont fait les Sud-Africains, essayant de négocier entre Zelensky et Poutine. Les Coréens ont pris leur part, comme les Européens ont pris leur part. Donc c'est clair. Quand ton ami est en guerre, tu vas négocier. Oh mon cher, attendez, écoutez-vous d'abord. Non, on lui a donné un coup. Toi, il faut donner un coup d'abord, après tu vas demander, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires sur la Corée du Nord que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a de la propagande, il y a aussi de la vérité. Mais on va essayer de parcourir ce qui se passe en Corée du Nord rapidement, quelques points essentiels, et ensuite faire un commentaire là-dessus. Premièrement, en Corée du Nord, on dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression. On ne peut pas parler du gouvernement, il n'y a ni accès à des informations extérieures. Donc tous les médias en Corée du Nord, d'après ce qu'on dit, sont contrôlés par l'État. Regardez des drames, des vidéos venant de la Corée du Sud, par exemple, de la musique étrangère, notamment du pop, et posséder des téléphones ou des téléviseurs radio non autorisés est illégal et peut entraîner à des travaux forcés, des longues peines de prison ou voire l'exécution. C'est ce qu'on dit. On va essayer de développer ça plus tard, mais on continue. Deuxièmement, en Corée du Nord, il y a des coiffures uniquement approuvées par l'État. Donc l'État te dit quelle coiffe il faut prendre. Tu ne peux pas venir te coiffer comme tu désires. Il y a une liste d'à peu près 18 coiffures différentes, pour les hommes surtout. Si tu ne te coiffes pas comme ça, tu auras des problèmes. On va y revenir. En Corée du Nord, numéro 3, il y a le système de punition sur 3 générations. C'est-à-dire culpabilité par association. Si toi tu fais de bêtises et que tu disparais, en tout cas, on punit tes enfants, on punit aussi les enfants de tes enfants. Acceptable ou pas, on va développer tout de suite. En Corée du Nord, numéro 4, il n'y a aucune religion indépendante. La Corée du Nord est officiellement athée et promeut l'idéologie juche, c'est-à-dire autonomie de la direction. On ne peut pas prier Allah ou Dieu, chrétien, musulman, c'est inaccepté. On va vous jeter en prison. On va développer pourquoi et on va essayer de comprendre si c'est bon ou pas. En Corée du Nord, les déplacements de voyage sont strictement contrôlés. Tu ne peux pas quitter ta ville pour partir dans une autre ville puisque tu le désires. Il faut avoir une autorisation du gouvernement. Mais on va rentrer là-dedans pour comprendre, est-ce seulement la Corée du Nord qui le fait? En Corée du Nord, on dit qu'il n'y a pas accès d'Internet libre. Ils ont leur propre Internet qui n'a pas accès à Internet extérieur. C'est-à-dire, la Corée du Nord a Internet, mais c'est un intranet. C'est seulement connecté dans la Corée du Nord. Il n'y a pas de lien ou de liaison extérieure. On va voir si c'est bien ou pas. Bon, on recommence rapidement. Liberté d'expression. Question de liberté d'expression. Tous les médias sont contrôlés par l'État. Regarder les images venant d'ailleurs est prohibé. Est-ce bien ou pas? Bon, comprenez une chose. Les Coréens, pourquoi sont-ils méprisés? Parce que les Coréens ne veulent pas accepter la mentalité étrangère. Okay? Ils veulent que vous gardiez votre esprit papa, où les hommes aiment les hommes, gardez-vous chez vous. Nous, on ne veut pas chez nous, d'après eux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne les aime pas. En Corée du Nord, on n'accepte pas KFC, ça n'existe pas, il n'y a pas McDonald's, il n'y a pas H&M, il n'y a pas Pepsi Cola. Et ce sont des gens qui vendent, c'est eux qui contrôlent les nations. Et puisqu'ils ne peuvent pas vendre en Corée du Nord, il est évident, il faut brutaliser, il faut diaboliser ce qu'ils font. Numéro 2, en Corée du Nord,
On dit qu'il y a des coiffures approuvées par l'État. Vous voyez ici, les coiffures ici sont approuvées par l'État. Est-ce bien ou pas? Apparemment, pour vous, vous trouvez que c'est mauvais et c'est méchant, n'est-ce pas? Mais rendez-vous compte, dans les pays musulmans ici, dans le Moyen-Orient, est-ce qu'une femme peut sortir avec son visage découvert? Il y a des pays ici où on ne sort pas avec son visage découvert. Mais ça ne pose aucun problème à qui que ce soit, n'est-ce pas? Il y a des pays ici, les hommes ne peuvent pas sortir en culotte ou en short. Ah oui, c'est inacceptable. Mais on n'en fait pas tout un problème. Mais pourquoi en Corée du Nord, puisqu'on dit qu'il faut avoir 8 ou 18 coiffures, ça dérange les gens? Ouais, 2 poids 2 mesures. En Corée du Nord, le système de punition est de 3 générations, dit-on. La culpabilité par association. Si un membre de famille commet un crime politique, dit des choses mauvaises contre le président de la République, ou tente de faire une défection, il ira jusqu'à 3 générations de la famille peut être punie, envoyé dans des camps de prisonniers politiques ou dans des travaux forcés. Est-ce correct? Absolument pas. Chacun, évidemment, doit être jugé selon les faits qu'il fait. Mais détrompez-vous de croire que dans les pays modernes dans lesquels vous vivez, quand vous faites une bêtise, qu'on ne peut pas poser les mains sur vous, on n'ira pas chercher votre mère. Détrompez-vous de le croire parce que ça se fait très régulièrement. On le dit peut-être pas officiellement, on ne va pas l'annoncer aux médias, mais on le fait. On bloque la maman pendant un temps pour que tu sortes. Il y a quelqu'un d'ailleurs que je respecte qui disait « L'homme noir, pour l'avoir, il faut une simple chose. Okay? L'homme noir a un cœur trop mou. Vous voulez qu'il sorte, arrêtez sa mère, il va sortir. Lui, il est caché. » En Corée du Nord, on continue, on dit une religion. Il n'y a aucune religion indépendante. C'est-à-dire la Corée du Nord est officiellement athée. Le pays est officiellement athée. On ne veut ni christianisme ni islam. Est-ce qu'on va les blâmer? Je sais qu'il y a des gens qui disent non, ça c'est la sorcellerie, les gens vont aller en enfer. Mais attendez, mais vous qui vivez dans le paradis, regardez comment le Nigeria est en train de s'entretuer, les musulmans et les chrétiens. Bon, vous avez la liberté de parler à Dieu, mais vous vous battez sur... C'est le Dieu de qui est meilleur que le Dieu de qui? Prenons les Séléka et les autres ici en République centrafricaine, les musulmans et les chrétiens en train de s'entretuer. Mais vous priez. Pourtant, vous êtes ceux qui prient, vous êtes censés montrer la route. Mais vous êtes les plus méchants avec les prières que vous avez. C'est la condamnation des autres. Même ceux qui ne tuent pas avec l'épée. Vous tuez avec les mots. Oh non, la Bible, la parole ne dit pas comme ça. Il faut revoir ta Bible. C'est ça. Le jugement, condamnation, jugement, insulte, dénigrement, c'est ça. Vous tuez les gens avec les paroles. Même ceux qui ne prient pas n'auront même pas envie de partir dans vos salles de prière parce que votre comportement est pourri. Mais non, pourquoi vous serez surpris de voir que la Corée du Nord dise non, on ne veut pas de ces histoires ici. Et regardez Boko Haram, est-ce qu'ils sont athées? Ils ne sont pas athées. Les blancs racistes aux États-Unis d'Amérique et en Europe du Nord qui tuent des gens en coulisses, ils sont athées? Non, ils ne sont pas athées. Ok, suivant. En Corée du Nord, on dit les déplacements, les voyages sont strictement contrôlés. C'est-à-dire le gouvernement vous autorise ou pas. Le citoyen en soi doit obtenir une autorisation officielle pour voyager entre 2 provinces ou pour se rendre à Pyongyang. Quitter le pays sans permission est considéré comme une trahison vers la nation et passible de la peine de mort. En parlant de déplacement, est-ce que vous savez que pour partir en Australie, par exemple, il faut faire une demande d'immigration, de visa. Même si on vous autorise de partir en Australie pour y vivre en tant que professionnel, en tant qu'ingénieur, en tant que plombier, l'Australie vous donne une liste de régions où vous pouvez partir. Et ces listes sont limitées. Vous ne pouvez pas choisir vous-même de partir à Sydney ou à Adelaide. Non. Vous partez exactement, si c'est Tasmanie qu'on veut que vous partez, c'est en Tasmanie que vous partez. Donc si vous arrivez en Australie et vous vous dirigez quelque part ailleurs, là où le gouvernement ne vous a pas assigné, on va venir vous arrêter. Donc ce n'est pas une exclusivité de la Corée du Nord. C'est vrai qu'en Australie, on ne tue pas les gens, on ne pend pas les gens pour ça, mais où sont les preuves où on a pendu quelqu'un parce qu'il est parti ailleurs? En Corée du Nord. Point d'interrogation. En Corée du Nord, on dit qu'il n'y a pas Internet, ni accès libre à Internet. Évidemment, c'est parce que c'est comme ça que ça commence, pour renverser le gouvernement. Alors ils veulent se protéger pour pas que vous soyez en communication avec des gens qui sont ennemis de la nation. Parce que généralement, les ennemis viennent de l'intérieur. Ce sont des gens qui sont là. Regardez le Burkina Faso, on n'en parlera même pas. Les gens qui veulent se faire tomber le président Ibrahim, enfin bref. C'est ça la Corée du Nord. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La Russie s'est démontrée ouverte à envoyer du tabac et de la bière en Corée du Nord en célébration. Pourquoi ne pas le faire pour une personne qui t'a envoyé des militaires pour aller faire la guerre à tes côtés? Pendant que les autres ne font que du brouhaha, BRICS. Mais en réalité, ils ont peur, des trouillards, des foussards. God bless! Oh, bonne fête de la Saint-Valentin, il y a tous ceux qui sont déçus. Nous, on fait la fête. On va commencer le barbecue, machin, histoire. On va vous balancer quelques images. Allez, ciao, ciao.